Voici un petit exercice dans la lignée de ce qui se fait jusqu'à présent concernant la calorimétrie. Vous avez un récipient d'une masse de 0,6 kg, c'est-à-dire 600 grammes, qui est à une température donnée. Bon, la température est de 20 degrés Celsius. Voilà pour mon premier sous-système. On y verse à l'intérieur 2,5 kg, ça veut dire 2,5 litres d'eau bouillante. Et la température s'élève à 20 degrés, à 90, je m'excuse. La température s'élève jusqu'à 90. Bon, qu'est-ce qui s'est élevé c'est le récipient. Hein. Le récipient est à 20, le fait de mettre de l'eau bouillante, 2,5 kg d'eau bouillante, mais ça élève la température du récipient à une température de 90. Donc le récipient va passer d'une température de 20 à 90. De 20 à 90. Et il demande quelle est la chaleur massique par unité de masse du récipient. Bon, entrevoyons les choses par les sous-systèmes ou les systèmes. Qu'est-ce que l'on a ici? On a tout simplement un récipient. Ce même récipient va être mélangé avec de l'eau bouillante. Le système complet, c'est ceci, c'est-à-dire c'est le mélange, c'est un mélange thermique. On va avoir un mélange thermique entre le récipient et voilà. Bon, on suppose bien sûr que dans tout ça, là on a le sous-système qui est le récipient. Je ne sais pas quelle matière qu'il est, on pourrait le trouver, hein. Voilà. Et on a l'eau bouillante. Et après, à un moment donné, ça c'est les états initiaux, à un moment donné, le système sera le mélange. Voilà. À un moment donné, parce que dans un premier temps, ils ne sont pas mélangés. Il faut voir les paramètres que l'on a non mélangés, et puis après on fait le mélange. Alors maintenant, je vais mettre les paramètres. Je vais aller voir ici, un récipient de masse 0,6 kg, ça fait, on a 600 grammes. Je le mets en grammes. Hein. Bon, je calcule en kilos. On a 600 grammes pour l'eau bouillante. Et pour l'eau, on a 2,5 kg, ce qui fait 2500 grammes. Le C du récipient, ben c'est ce qu'on demande, hein, c'est la chaleur massique du récipient. Voilà. Par contre, le C de l'eau, c'est quelque chose de connu. Voilà. Et il nous manque plus que, on a la masse, le C, il nous manque plus que la variation de température. La variation de température ici, elle est connue. Elle va passer de 20 à 90. Ce qui veut dire que 90 degrés est la température d'équilibre. Donc, l'eau bouillante, bien sûr, va transférer la chaleur, c'est l'eau chaude, hein, le corps chaud vers le corps froid. Le corps chaud étant l'eau, étant voilà, la substance qui est l'eau. Ça c'est l'eau. Donc l'eau va céder de la chaleur au récipient. L'eau va céder de la chaleur au récipient. Si ce n'est qu'il y a une donne qui est manquante, si on lit l'énoncé, un récipient d'une masse de 0,6 kg est à une température de 20 degrés. Ouais. Et ce récipient, on y verse 2,5 kg d'eau bouillante et la température s'élève à 90. Ça veut dire que là, qu'est-ce qui va s'élever? C'est le récipient qui va monter de 20 à 90. Ça veut dire que la variation de température pour les récipients est de 70 degrés. Par contre, l'eau chaude, au niveau du mélange, l'eau chaude va céder sa chaleur, donc va descendre en température. Donc c'est qu'elle proviendrait d'une autre température
qui est beaucoup plus élevée que 90. Alors je vais vous dire c'est quelle température. Ben, c'est de l'eau bouillante, et l'eau bout à 100 degrés. Parce que dans le langage courant, l'eau bouillante pour les gens c'est quelque chose qui est fort chaud. Mais non, en science, l'eau bouillante c'est l'eau bout à 100 degrés. Donc l'eau bouillante c'est 100 degrés. Donc ici la variation de température c'est 100 degrés moins 90 degrés Celsius, ce qui fait qu'il y a une variation de 10 degrés. Voilà. Maintenant, je peux faire les variations de chaleur. Là, on a un delta Q fourni par l'eau. Là. Et un delta Q reçu par l'eau. Alors, je vais prendre les conventions égoïstes. Les conventions égoïstes bon, c'est positif quand le système reçoit. Donc le sous-système, ici c'est plutôt un sous-système qui est le récipient. Le sous-système reçoit, ben, c'est positif. Parce que un égoïste, il aime bien de recevoir. Hein. Ici, le système aime bien de recevoir. Quand il aime bien de recevoir, c'est positif. Le sous-système, qui est le récipient, est positif. Bon, on va avoir une chaleur delta Q, voilà, qui est positif. Donc ce sera plus delta Q. Bon. Alors, l'eau fournie, donc c'est une convention égoïste. Bon, si fournit, il n'aime pas de fournir, l'égoïste, il n'aime pas de donner. Le sous-système ici, qui est l'eau, n'aime pas de données, donc c'est une convention delta Q négatif. Voilà. Et bien avec ça, on connaît bien sûr le delta Q, c'est MC delta T. Hein. La masse du récipient fois le C du récipient qui est une inconnue. Hein, parce que le but du jeu, c'est de retrouver le C du récipient fois la variation de température. Et là, je dirais, attention, toute la discussion de C va se faire au niveau de la variation de température. Et là, on a la masse de l'eau, masse H2O, fois le C de l'eau, fois la variation de température. Mais là aussi, attention, si vous faites T final moins T initial ou T initial moins T final. Donc attention, l'étude de signe va se faire ici, justement. L'étude de signe va se faire ici. Alors, je vais faire tout de suite l'étude de signe, comme ça, bon, comme ça, c'est fait. Donc j'ai pris une convention égoïste, plus. Il s'avère que la masse est toujours positive. Le C étant toujours positif. Voilà, ce qui veut dire que le delta T, comme on a delta Q qui est positif, ça veut dire que le delta T est positif. Alors pour que ce soit positif, il faut faire la température finale moins la température initiale. On peut prendre TI moins TF, mais alors à ce moment il faut mettre un moins pour que ce soit positif ici. Si vous mettez TI moins TF, vous devez mettre un moins. Mais ce n'est pas le cas ici. J'ai pris TF moins TI. Bon, TF, c'est 90 degrés, température d'équilibre, moins TI. Alors je vous rappelle que bien sûr, il y aura une température d'équilibre, parce que la température va varier. Pour le corps chaud, de 100
100 degrés. À 90. Pour le corps froid, il provient de 20 degrés. Donc voilà, tout en bas là-bas. Donc ça c'est le récipient qui est à 20 degrés. Voilà, la variation de température ici est de 70. La variation de température ici est de 70 degrés. Par contre là elle est de 10 degrés. Bon, mais elle est de 70 si vous faites TF moins TI, température finale moins température initiale. C'est-à-dire si vous faites la température d'équilibre moins la température du récipient, ça fera 90 moins 20. Mais si vous faites la température initiale moins la température finale, on aura moins 70. Et là, attention, si vous avez moins 70, pour avoir un plus, il faut mettre un moins devant MC delta T. Bon, mais j'ai choisi TF moins TI. Donc, température d'équilibre moins température initiale du corps froid, qui est 90 moins 20, ça fait 70, 70 étant positif. Donc, pour avoir du positif au niveau de la convention de delta Q, mais je mets devant le M un plus. Je mets un plus ici. Bon. Ceci étant dit, on a trouvé ceci. Maintenant, le moins delta Q. Ben, moins delta Q, bon, pour qu'il y ait égalité entre plus delta Q reçu et moins delta Q fourni, mais celui-ci étant positif. Alors s'il est positif, celui-ci devrait être positif. Mais il y a déjà un moins là. On part déjà avec un moins. Donc je dois m'arranger pour avoir du positif. Or on sait que la masse, elle est positive ici. Le C, il est positif. Pour avoir du positif, ben, je peux prendre soit TF. Non, T. Pour avoir du positif, il faut 100 moins 90. Voilà, 100 moins 90, ça fait 10. Et si on a 10, on met du plus ici. Pour avoir du positif. Maintenant, si je prends 90 moins 100, là, à ce moment, je dois mettre un moins ici. Parce que 90 moins 100 étant négatif, il faudra mettre un moins pour que le rende positif. Voilà. Ceci étant dit, mais allons voir la convention. J'ai bien pris donc la chaleur reçue par le récipient, c'est une convention égoïste, c'est plus delta Q1. Voilà. Et la chaleur fournie par l'eau, c'est moins delta Q2. Alors, le bilan énergétique, c'est delta Q1 reçu par le récipient est égal à moins delta Q2 fourni. Alors, plus delta Q1 est égal à M récipient fois C récipient fois delta T récipient. Mais attention, delta T, comme je viens de faire la réflexion, hein, je viens de faire la réflexion sur le delta T. Voilà, et moins delta Q2, mais c'est MO fois CO fois le delta T de l'eau. Attention à la réflexion sur le delta T. Alors, l'eau boit 100, il n'y a pas de problème, ça on sait bien sûr à pression atmosphérique. Voilà, on sait bien que l'eau, c'est 4,186 joules par gramme et par degré. Oui, ici, on a une transformation exo. Hein, parce que plus delta Q reçoit de la chaleur, et on va avoir une élévation de chaleur au sein du récipient. Par contre, on a une transformation endothermique pour l'eau, parce qu'elle va voilà, diminuer elle va perdre de la chaleur. Alors l'eau, c'est 4,186 joules par gramme et par degré Celsius. Ça fait 4,186 kJ par kilo par degré, parce que je multiplie par 1000 au numérateur et au dénominateur. Donc il n'y a rien qui change. Une fois formule est divisé par 1000, c'est faire fois 1. Donc 4,186 fois 1, ça fait 4,186. Par contre, kilojoules par kilo, si je remets en joules, ça fait kilo, c'est 1000. 1000 fois 4,186, ça fait 4186 joules par kilogramme et par degré Celsius. Voilà. On a tout maintenant. On a tout. Plus delta Q1 fait plus 0,6 fois ces récipients fois 70. Voilà, parce que je travaille en kilos. Hein, la masse du récipient, c'est 0,6 kg. La masse d'eau, c'est 2,5 kg. Le C du récipient, on ne le connaît pas. Le C de l'eau, on le connaît. La variation de température du récipient, c'est 90 moins 20, ce qui fait 70. Et 100 moins 10, c'est la variation de température voilà, de l'eau.
Alors, celui-ci, il est positif. Hein. 70 fois 0,6. Le C, il est en positif. Hein. C'est une inconnue, mais elle va être positive. Voilà, ça c'est des positifs. 70 fois 0,6, ça va donner des positifs. Donc là, je dois mettre un plus. Je ne peux pas mettre de moins. Voilà. Celui-là, il est positif. Ouais, et je dois avoir de positif. Donc, ceci étant positif, 4,186 étant positif. Donc, pour avoir du positif, il me faut un plus. Il me faut un plus ici. Voilà. Donc, moins delta Q2 étant positif. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moins delta Q2 étant positif. Pourquoi? Parce que il est égal à plus delta Q1. J'ai pris une convention égoïste. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te explique là-dessus. Voilà, si vous prenez la convention égoïste, qu'est-ce qui se passe? Et la convention altruiste, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et à partir de là, bon, vous pouvez faire les équations. Hein. On égale moins delta Q2 avec delta Q1. Donc on égale cette équation-là. Et je peux vous marquer. Déjà, celui-ci, si vous faites celui-ci, la masse d'eau fois le C de l'eau qui est connu, parce que dans l'eau, tout est contrôlable. Hein. Voilà, ça fait 104 650 joules que j'ai indiqué ici. Voilà, en delta Q2, en valeur absolue, fait 104 650 joules. Voilà, en valeur absolue. Hein. Voilà. Donc on connaît, tout ça c'est pour vous dire qu'il y a du contrôlable, il y a du connu. Qu'est-ce qui est connu? On maîtrise complètement l'eau. Hein. On a mesuré sa température via un thermomètre, la variation de température via un thermomètre. On a mesuré la masse d'eau et on a le C de l'eau qui est connu. Donc là-dessus, tout est maîtrisable. Hein. Voilà. Tout ça, c'est connu. Maintenant, ce qui n'est pas connu, là, on connaît quasiment tout, si ce n'est qu'on ne connaît pas le C du récipient. Donc, et là, on fait une comparaison. On fait une méthode de comparaison. On oppose quelque chose de connu avec quelque chose d'inconnu, au travers, bien sûr, d'un mélange thermique. Hein. Là, on fait un mélange, et c'est le mélange qui va faire une méthode de comparaison qui va, voilà, par échange thermique, on va comparer dire, la chaleur fournie par rapport à la chaleur reçue. Bien sûr, on considère ici qu'il n'y a pas de perte. Hein. Bien sûr, c'est évident. Et donc, vous voyez qu'on connaît la chaleur fournie. En fait, lui, il va jouer le rôle de source de chaleur. Hein. Une source de chaleur. Faire source de chaleur. Alors que l'autre, le récipient va faire, on va dire, réception de chaleur ou absorption de chaleur. Il va être une charge. C'est comme on aurait, si vous voulez, un radiateur. C'est comme si lui, il était un radiateur et l'énergie serait fournie par un, comment on appelle ça, une chaudière. La chaudière fournit de l'énergie. Calorifique, bien sûr. Hein. Via un fluide caloporteur. Bon, si ça s'agit d'une chaudière en fluide caloporteur. Et donc les radiateurs vont consommer cette énergie et vont libérer, bien sûr, au milieu extérieur. Mais ici, il n'y a pas de libération. Hein, parce que, bon, on essaie justement de ne pas avoir des pertes de chaleur. Or, un chauffage central, son but, c'est de perdre la chaleur au niveau du volume à chauffer. Hein. On met des radiateurs pour une transmission de chaleur provenant du fluide caloporteur au sein du radiateur. Et pour qu'il y ait des pertes, bon, bien sûr, les pertes, il ne faut pas qu'ils perdent tout ça. Voilà, le tout, c'est de transférer une partie de la chaleur. Au sein du radiateur. Mais ici, il n'y a pas de perte. On fait en sorte qu'il n'y a pas de perte avec le milieu extérieur. Donc ça veut dire que c'est un échange parfait ici. Enfin, soi-disant parfait parce que c'est idéal. Mais c'est un échange idéal, sans perte. Voilà, mais en fait, ça n'existe pas, ça. Hein. Toujours des pertes. Voilà. Donc maintenant, comment savoir si vous avez bon ou pas? Eh bien, je vais vous le montrer. Vous pouvez faire une autre équation hein, que celle-là, que l'échange thermique ici, sans vous soucier des signes. Quand vous faites l'égalité des chaleurs comme je viens de faire, vous devez absolument vous soucier des signes et faire très attention aux signes. Voilà. Mais maintenant, si vous utilisez l'équation que je vais vous mettre ici, somme de delta Q égale 0, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Pour autant que vous prenez une précaution d'usage, ce sera la masse du récipient fois le C du récipient fois le delta T, mais le delta T, ce sera, vous devez vous convenir que c'est T final moins T initial, obligatoirement. T final
moins T initial. Et là, vous ne vous souciez pas des signes. Il n'y a pas de signe qui intervient. Aucun signe. Mais vous devez prendre la précaution d'usage CTF moins TI. Plus la masse d'eau fois le C de l'eau et fois la variation de température de l'eau chaude. Et là, encore une fois, c'est TF moins TI. Et vous devez voilà, respecter la convention d'usage que c'est TF moins TI. Et là, à ce moment-là, il n'y a aucun signe. Aucun signe. Il n'y a aucun signe moins qui apparaît. Parce que là, ce sera toujours du plus. Voilà. Là, on n'aura pas de moins ni de plus. Enfin, on n'aura pas de moins. Ce sera toujours un plus. Et là, on n'aura pas de moins. Ce sera toujours un plus. Donc, vous pouvez faire par la, voilà, la somme des Q, delta Q égale 0. Maintenant, vous pouvez le faire par les conventions que je viens de vous montrer, égoïste, et faire l'égalité voilà, des chaleurs. Mais alors, à ce moment-là, attention au signe. Attention. Si vous utilisez une convention égoïste ou altruiste, ouais, j'ai expliqué ça dans une vidéo, hein, j'ai pris deux cas de figure, égoïste et altruiste, et j'ai expliqué tout ça. Vous pouvez aller voir la vidéo. Voilà. Et donc ici, moi, j'ai pris qu'une convention égoïste, et là, je peux égaler, hein, je peux égaler. Donc on sait bien que ceci, ça fait, delta Q2 vaut 4150, 104 650 joules. 104 000, voilà, delta Q2 en valeur absolue. Donc ce qui veut dire qu'on peut trouver ces récipients. Hein. Ces récipients, ben, c'est la chaleur ici qui est échangée, ben, exactement, je viens de le calculer, hein. Ceci, il suffit d'égaler delta Q2 et delta Q1. Voilà, c'est la chaleur qui est fournie par le, comment on appelle ça, la source de chaleur qui est l'eau chaude ici, bien sûr, en divisant par la masse et le, comment on appelle ça, la variation de température du récipient. Et là, vous avez le C du récipient qui vaut 2491,67 au centième, bien sûr, joules par kilo, parce que tout ceci est en joules. Hein. Voilà, tout ceci est en joules. Et alors, 0,6 est en kilo. Et la variation de température, c'est en degrés. Donc, c'est joules par kilo et par degré Celsius. Bon, et pour avoir en joules par gramme, pour un gramme, vous devez diviser par 1000. C'est ce qui se passe ici. Donc, vous voyez que le récipient est passé d'une température de 20 à 90, il a monté de 70 degrés, une élévation de température, pendant que l'eau a diminué sa température de 10 degrés Celsius, de 100 à 90. Alors, je peux vous mettre même le delta T. Et alors, en voyant ce C du récipient, on peut trouver c'est quelle matière. Qu'est-ce qu'il y a 2491 joules par kilo, ben on peut trouver dans les tables, faire des analogies, et voir lequel qui se rapproche le plus de 2491. Et voir quel type de récipient voilà, c'est. Alors, la variation de température, ben, c'est la température finale moins la température initiale. Il a varié de 70 degrés. Pour l'eau, la variation de température, elle a varié de 100 moins 90. Et ça permet de trouver via un laboratoire la chaleur massique du récipient. Alors, je vais contrôler pour voir si on a bien bon. Eh bien, il suffit de multiplier la masse du récipient fois le C du récipient qui est maintenant connu fois la variation de température et on trouve bien nos 104 650 joules fournis par l'eau qui est ici, delta Q2. En valeur absolue, on a bien les mêmes valeurs, donc ça dénote bien que le calcul est valable. Voilà. Donc ici, il y avait juste une petite astuce. L'astuce, c'était de se dire que l'eau bouillante, ben, c'est 100 degrés.
Si vous ne savez pas que l'eau bouillante est 100 degrés, l'exercice là, vous serez bloqué. Vous serez bloqué parce que il y a quelque chose qui vous fera poser la question, comme quoi il y a une donnée manquante. Mais non, il n'y a pas de donnée manquante. C'est juste qu'il faut savoir que l'eau bouillante, c'est 100 degrés en science. Parce que dans le langage courant, beaucoup de gens disent, bon, il y avait de l'eau bouillante dans la salle de bain. Ben non, elle n'était pas bouillante, elle était chaude, fort chaude. Mais bouillante, ça veut dire, voilà, on dit même ébouillanter. Ébouillanter, ben, il y en a qui se brûlent avec une eau très chaude qui n'est pas bouillante à 100 degrés, hein, à pression atmosphérique. Donc, bon, ébouillanter, bouillant, bon, c'est un terme vulgaire utilisé par le commun des mortels au niveau de la société. Bouillant, l'eau est très chaude, elle est bouillante. Non, l'eau bouillante, c'est 100 degrés. Pour les scientifiques, l'eau bouillante, c'est 100 degrés. Et voilà, dès le moment où une personne garde dans son esprit la vulgarisation du langage courant, mais il va venir faire un problème scientifique tel que celui-là, mais il va avoir une démarche qui risque d'être, on va dire, à contre-courant et de ne pas trouver la solution. Parce qu'en fait, pour lui, l'eau bouillante, c'est de l'eau chaude. Donc il va essayer de tenter de trouver de penser où est la température initiale de l'eau chaude, mais il ne la trouvera pas, parce que pour lui, dans le langage courant, c'est de l'eau chaude. Il se dit, c'est peut-être 80, peut-être 90, peut-être 95. Non, l'eau bouillante, c'est 100 degrés, point. Pour les scientifiques, c'est 100 degrés. Vous arrivez sur un tel problème, laissez le langage courant commun, voilà, populaire, pour reprendre ici un langage scientifique, le langage purement scientifique. La science a ses règles, a son langage, et voilà, ses règles et son langage. Donc l'eau bouillante pour la science, c'est 100 degrés. L'eau boit à 100 degrés à pression atmosphérique. Et si on considère qu'on a pression atmosphérique, ils ne l'ont pas dit, mais c'est sous-entendu. Voilà. Bon, maintenant, supposons qu'on ait la température qui s'élève jusqu'à 70. Alors, en ce moment, ça veut dire qu'on a un autre corps. Hein. Le C du récipient a changé. Le C du récipient a changé. Là, on a déjà plus d'énergie calorifique fournie. Hein, mais le C du récipient a monté énormément. Hein. 10 465, voilà, c'est énorme. Bon, alors pour ça, vous comprenez que ça provient d'un labo et qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi, on ne peut pas faire des simulations de ce qu'on veut. Vous faites un labo, vous allez obtenir un résultat déterminé. Un résultat déterminé. Vous n'allez pas avoir du n'importe quoi. On est dans une forme de déterminisme. Déterminé, pourquoi? Parce que, en fonction de la température qui va y avoir, c'est-à-dire la chaleur qui va être absorbée, et là, on aura une conséquence qui sera une variation de température bien précise, bien déterminée, qui correspondra bien sûr au récipient. C'est le récipient qui va faire en sorte qu'on aura une telle variation de température. C'est le récipient. On aurait pris un autre récipient, pour la même variation de... Donc c'est la matière qui fait ça. D'une matière à l'autre, c'est pas le même. D'une matière à l'autre, c'est pas le même. Vous allez avoir des autres températures, hein. Certainement, vous comprendrez que... Donc ce qui veut dire, c'est fort intéressant ce problème-là, parce que ça veut dire quoi dans un chauffage central, qu'est-ce qui va faire varier la température du chauffage? Mais vous comprenez que c'est le chauffage lui-même. Hein. C'est le chauffage lui-même qu'on aura une perte, je ne sais pas moi, de 20, si c'est voilà. Parce que dans un chauffage central, vous comprendrez que, ouais, mis à part le débit, hein, vous comprendrez que si le débit change au niveau du chauffage central, fatalement il y a plus de fluide caloporteur dans le chauffage. Donc on comprend que là, à ce moment-là, on a une chaleur plus intense. C'est normal, le débit est plus important. C'est tout à fait logique. Vous ramenez un plus grand débit, fatalement, la masse est beaucoup plus grande, donc la chaleur apportée est beaucoup plus grande. Mais en dehors du débit, en dehors du débit, si je prends un chauffage, eh bien le chauffage, si par exemple il passe de 80 en entrée et 60 en sortie, ben ça veut dire qu'il a perdu 20 degrés. Comment ça se fait qu'il a perdu 20 degrés?
Mais c'est parce qu'en fait, c'est la matière, le métal. C'est le métal qui fait ça. Il a perdu 20 degrés parce que justement, il a une masse, une chaleur massique. Il a une chaleur massique. Voilà. Donc, pour un apport calorifique donné, et en fonction de cet apport, cette chaleur massique, et en fonction d'une masse donnée, bien sûr, on aura une variation de température. Pour pour le chauffage. Hein. Voilà. Si je prends un chauffage, voilà. Il existe différents types de chauffage, des grands, des petits, des moyens. Voilà, justement, c'est ça qui dénote. Voilà, je prends un chauffage. On a l'arrivée d'eau chaude et le départ d'eau froide. Bon, il n'y a qu'un seul, je mets qu'un seul radiateur. Hein. On peut avoir des grands, des petits, des moyens. Ils ne sont pas les mêmes puissances calorifiques, je vous le dis tout de suite. Alors les grands sont de plus grande puissance calorifique. Plus les grands, plus il va transmettre, bien sûr, le fluide caloporteur en volume dans le radiateur. Voilà, s'il y a beaucoup voilà, de masse d'eau à l'intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de volume d'eau. Et s'il y a beaucoup de volume d'eau, ben, c'est qu'il y a beaucoup de masse. Et s'il y a beaucoup de masse, ben, la chaleur est plus intense quand il y a beaucoup de plus de masse. Voilà. Bon, bien sûr, on passe par ce qu'on appelle un thermostat. On passe par un thermostat. Je ne l'ai pas mis ici, mais je pourrais le mettre. Voilà, je mets un thermostat. C'est un thermostat un peu trop grand. Mettre un petit thermostat. Voilà. Ça, c'est la vente thermostatique. Bon, maintenant, je vais mettre. Voilà. Bon, le fluide caloporteur, c'est l'eau qui transporte la chaleur, si vous voulez, circule dans ce sens-là. C'est l'entrée. Voilà, il provient de la chaudière ou d'un autre radiateur qui est avant. Hein. Bon, en tout cas, il est peut-être pas isolé ce radiateur-là. Il y a des radiateurs avant, il y a des radiateurs avant, de grande ou moyenne ou petite puissance, on s'en fout, et des radiateurs après. Mais moi, j'ai dessiné qu'un seul radiateur. Voilà. Et bien sûr, ça vient de la source. La source, c'est la chaudière. Hein. C'est lui qui fabrique l'eau chaude, c'est la chaudière. Et qui va être distribué à tous les radiateurs de cette manière, comme je vous le montre là. Alors maintenant, je vais mettre sortie d'eau froide. Voilà. On a tout. On a tout. Bien sûr, ici, ça circule sur forme d'une espèce de circuit. Et voilà, on retourne à la chaudière. Donc, je vais mettre l'eau chaude. Voilà, ça c'est vraiment l'eau chaude. L'eau chaude va arriver par là, avec la vanne thermostatique qui va contrôler, je veux dire, voilà, le débit d'eau chaude. Alors, je vous avais dit que le débit va dépendre du nombre de litres d'eau chaude. Hein. C'est Q, le débit volumique. Q, par exemple, en, je sais pas moi, 2 litres par minute. Voilà. 2 litres par minute, vous pouvez calculer voilà, la quantité de chaleur par heure. Hein. Voilà, j'ai une notion temporelle qui est introduite ici via le débit. Hein. Ça, c'est la mécanique des fluides. Le débit, c'est une notion de mécanique des fluides. Mais on va chercher cette notion de mécanique des fluides pour justement entrevoir la chaleur par une unité de temps de base qui est voilà, une chaleur horaire. Une fois que vous avez la chaleur horaire, ben, vous pouvez avoir la chaleur
sur 24 heures. Si vous avez la chaleur sur 24 heures, vous pouvez avoir la chaleur sur, donc sur plusieurs jours. Voilà. Et puis sur un mois, sur un an. Voilà, on peut calculer voilà, la chaleur qui a été fournie à une pièce donnée, pour la réchauffer bien sûr, quelle est la quantité de chaleur qui a été donnée en fonction du temps. Donc on peut entrevoir la notion de relation chaleur-temps. Voilà. Mais comme je vous ai dit, donc en fonction du dB, plus il y a du dB, et puis il y a du volume qui rentre, et puis il y a de la masse. Puis il y a de la masse. Et justement, delta Q dépend de la masse. Bon, le C, c'est de l'eau, hein, c'est un invariant, c'est constant. Pas la variation de température. Voilà. Donc, vous comprenez tout de suite que ben, s'il y a plus de débit, là, si je mets 3 litres ou 4 litres ou 5 litres, ben, fatalement, il y a plus d'eau qui va circuler ici, il y a plus de chaleur. Hein. Donc, on comprend, là, il ne faut pas aller par 4 chemins. Je vous dis que c'est dépendant du volume. Mais maintenant, en volume constant, en masse constante, maintenant je parle. Donc, on ne touche plus au débit. Vous êtes à 2 litres, point. 2 litres par minute. Vous n'y touchez plus. Donc, je ne fais pas varier le débit. Le débit, il est constant, là. Et là, ça veut dire que la masse ici, elle est constante. Dès le moment où vous êtes à débit constant, la masse ici est constante. Bon, le C, je vous le dis tout de suite, il est constant. Bon, sur une zone de température de, je vous le rappelle, hein, sur une zone de température de 0 à 100, le C, bon, il varie légèrement de 1%. Il fait une petite courbe comme ça. On peut le considérer comme une droite. On peut le considérer, parce qu'il y a 1% voilà, de variation, ce qui est minime, est considéré, on va considérer comme constant. Bien sûr, je parle de 0 à 100 degrés. Hein. Voilà, donc le C0, il est considéré comme constant. Bien qu'il y ait une variation d'1% de 0 degré à 100 degrés. Donc, commence à avoir la donne. J'ai décidé que le débit était constant. Donc je ne touche pas au débit pour réchauffer. Donc ceci est une constante, puisque le débit, je n'y touche pas. La masse est une... Voilà. Maintenant, le C0 est une constante. Puisqu'en fait, de 0 à 100, ça ne varie pas. Or, je peux mettre une température de radiateur, par exemple, d'entrée à 80. 80 degrés Celsius. Voilà. Maintenant, je vais mettre la sortie. Elle sort, par exemple, à... voilà, ça, c'est l'eau qui est plus tiède. Sortie d'eau. Qui réchauffe aussi, hein. Parce que, bon, voilà, c'est pas de l'eau froide, hein. C'est pas de l'eau froide, c'est de l'eau tiède. L'eau tiède, bon, c'est quand même, on va dire, si c'est de l'eau tiède, si je peux mettre une température de 60 degrés, là, c'est quand même chaud, hein. Faut pas dire que, bon, la température extérieure, si elle est de 20 degrés, le 60 va fournir la chaleur aux 20 degrés. Voilà, tout ce qui est 60 degrés, le fluide caloporteur à 60 degrés va apporter sa chaleur aussi à l'ambiance, au volume de la pièce, qui est à 20, 25 voilà, degrés. Donc vous voyez que la conduite d'eau chaude va ramener de la température, les radiateurs vont ramener de la température, mais les conduites supposées de départ, soi-disant d'eau froide, mais c'est pas de l'eau froide, elle est à 20, à 60, elle est à 60, mais eux aussi, toutes les conduites là vont fournir de la chaleur. Hein. Il n'y a pas que les conduites d'eau chaude qui vont ramener de la chaleur. Hein. Les conduites d'eau chaude et le radiateur. Hein. Il n'y a pas que ça qui va ramener de la chaleur. Il y a aussi les conduites de départ, puisqu'en fait, il y a quand même une quantité de chaleur là-dedans. Donc ça contribue à... Le retour contribue aussi à apporter de la chaleur aussi.
Bon, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais vous dire que, voilà, là on a 80 degrés. Et là, on a 60 degrés. À 60 degrés. Ce qui veut dire qu'on a un delta T de 80 moins 60, ce qui fait 20. Alors pourquoi 20 degrés? Et c'est ça que je vous disais. On ne peut pas avoir n'importe quoi. Hein. Pour une masse donnée, mais attention, entendons-nous bien, c'est pour une masse donnée. Hein. J'ai fixé la masse constante. Hein. Donc il va fournir 20 degrés. Il va fournir 20 degrés. Mais ça, c'est parce que c'est le radiateur en lui-même qui fait ça. Pour une masse donnée, ben, il y a le C du radiateur, hein, la chaleur massique du radiateur. Et donc, on a une chaleur massique constante du radiateur, une masse. Voilà, j'ai dit que je fixais le débit à débit constant et donc à masse constante. Donc la masse étant constante, le C étant constant, mais la variation de température va dépendre de, voilà, de la chaleur, va dépendre de la chaleur, je veux dire, qui est dans le radiateur. Donc la variation de température va varier en fonction de, voilà, de la chaleur fournie. Voilà, la chaleur fournie. La variation de température va varier en fonction de la chaleur fournie. Elle va pas prendre pas n'importe quelle allure, hein, parce qu'elle va dépendre, bien sûr, de la masse et du C du radiateur. Ça dépend du C du radiateur. La variation de température va dépendre de la chaleur, de la masse et du C du radiateur. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, si je reprends le problème avec le récipient, je vais mettre, je prends une masse de, voilà, maintenant qu'on ait le C du récipient, on va calculer la variation de température que l'on aurait si on rentre une chaleur, on va rentrer une certaine chaleur, hein. Je ne sais pas. Je vais mettre le delta Q ici. Je vais mettre delta Q ici. Delta Q2 fourni. La masse, je vais changer la masse. Hein. Masse de l'échantillon. C'est la même chose que pour le radiateur, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai pris une analogie avec le radiateur pour vous expliquer le radiateur, mais je vais le faire avec le récipient ici. Le C récipient est un invariant. Voilà. Et bien sûr, on a le delta T. Voilà. Ça va être la même chose pour le chauffage. Pour une masse constante, bien sûr. Pour une masse constante de radiateur. Et pour, voilà, le C du radiateur, il est connu. Qui est du métal. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre, je ne sais pas, hein, je vais mettre 200 000 joules. Voilà. J'ai introduit 200 000 joules. Au niveau du récipient, bien sûr, c'est l'eau qui va ramener ces 200 000 joules. Je ramène 200 000 joules. Bon. Mais le C du récipient, il est connu, puisque je vais le calculer, il vaut 2491,67 joules par kilo par degré. Voilà. Alors, maintenant, je vais m'arranger pour mettre une masse de 0,5 kg. Voilà. Attention qu'ici, les unités, c'est en joules par kilo et par degré, et que là, j'ai mis 0,5 kg. Voilà. Et bien maintenant, on va calculer la variation de température.
qu'on aurait. Bon, alors pour ça, c'est la chaleur ici, fournie, divisée par la masse, la chaleur massique, fois la masse. Par contre ici, la masse, c'est plutôt le contraire ici. Hein. J'ai fait une inversion. Ça, c'est du récipient. Ça, c'est la masse du récipient. Voilà. Et le résultat, on va l'avoir en degrés Celsius. Bon, il y a juste une petite erreur dans le calcul, je vais le corriger tout de suite, hein. C'est pas un problème. Donc c'est 200 000 divisé par le C du récipient, on joue par kilo, fois 0,5 kg, voilà, 160 degrés. Ça veut dire que le delta T vaudra 160 degrés. Enfin, ce qui fait beaucoup, hein, 160 degrés. Bon, je vais redescendre ceci ici à 200, je vais mettre 150 000 joules. Voilà, 150 000 joules. Là, on est à 120 degrés. Vous voyez qu'il y aura 120 degrés. Obligatoirement parce que le C, il est constant. Le C, il est constant. Donc j'aurai pour cette chaleur-là 120 degrés. Maintenant, je vais mettre pour 1 kg. Voilà, on descend à 60 degrés. Et il y aura 60 degrés, rien d'autre. Hein. C'est déterminé via le calcul ici, parce qu'on connaît le C du récipient. Vous voyez que la température, la variation, attention que c'est une variation de température. Hein. C'est pas une température, c'est une variation de température, c'est un delta. Voilà. Cette variation de température va dépendre bien sûr de la chaleur introduite et bien sûr à masse constante va dépendre du C du récipient qui est constant et de la masse du récipient. Donc on aura 60 et rien d'autre. Si vous mettez 150 000 joules pour 1 kg, voilà, et le récipient donné, vous aurez 60 et rien d'autre. Et bien il en est de même pour le chauffage. Le chauffage ici c'est pareil. Vous allez introduire un delta Q. On va mettre un delta Q. Bien sûr, la masse d'eau, je vous ai fixé l'eau à l'intérieur avec un débit donné constant. Donc on a une masse d'eau, une certaine masse d'eau constante, fois le C du radiateur, fois le delta T. Voilà. Et le delta T, justement, il va dépendre justement de la chaleur qui a été introduite, de la masse qui est à l'intérieur, voilà, et du C du radiateur. Et là, vous pourrez trouver la variation de température qui va avoir, voilà, qui va avoir. C'est-à-dire que, supposons que la variation de température est de 20 degrés, ça veut dire que si ici il y a 80, ben là, on aura plus que 60. C'est ce que ça veut dire. Hein. Variation de température de 20 degrés, par rapport à une température initiale, voilà, on s'est trouvé la perte calorifique, enfin la perte en degrés. On connaît le delta T, on connaît le T initial. Ouais, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Ça, c'est le T, température d'entrée. C'est la température initiale, ouais. Et là, on aura la température finale. Voilà. Donc si vous faites la température initiale moins la température finale, c'est le delta T. Donc le delta T, il est contrôlable. Hein. On peut contrôler le delta T, je vous le dis tout de suite. Hein. Par rapport à une température initiale, bon, on ne sait pas combien elle est, peut-être 79 degrés. Notre radiateur ne sera pas 80 degrés, je vous le dis tout de suite. Hein. Le prochain radiateur, en tout cas, on sera moins de 80 degrés, parce qu'il y a des pertes calorifiques au niveau, s'il y a 80 degrés qui circulent dans l'eau ici, ben, il y a des pertes calorifiques là tout le long
de la conduite. Hein. Ce qui veut dire que le prochain radiateur, ben, il ne sera pas à 80 degrés, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, on va mettre un petit radiateur comme ceci. Voilà, je mets un petit volume. Je le connecte, je mets l'eau chaude, hein, à travers une vanne thermostatique ici, voilà, et le retour d'eau froide. Voilà. Alors, la température ici ne sera pas de 80 degrés. Ne soyons pas utopiques. On n'a pas une conservation de la température tout le long de la tuyauterie. Hein. Plus la tuyauterie est le long, et plus il va y avoir des échappatoires de chaleur le long de la tuyauterie, ce qui fait que en fin fond de tuyauterie, ben, à la place d'avoir 80, on aura peut-être 5 degrés de perte. Hein. Voilà, 5 degrés, le dernier radiateur sera peut-être à 75. Et ça dépend là. Voilà, une pièce elle est froide, c'est elle est chaude, c'est l'échange calorifique avec la pièce. Et la longueur de la tuyauterie. Ça dépend de plein de paramètres. Hein. Il y a plein de paramètres qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une absorption de température par le, voilà, par le milieu extérieur. Hein. Voilà. Si la pièce est tellement froide, ben, totalement, l'échange de chaleur, le froid va prendre du chaud. Voilà. Et donc on a une forte diminution hein, si des pièces sont froides. Voilà. Oui, c'est pas. Des radiateurs, c'est pas si évident que ça. Hein. Je veux dire, c'est tout un. Voilà, c'est tout un environnement, comme on va dire. C'est vraiment tout un environnement. Hein. Un environnement. Donc, étudier des radiateurs, c'est étudier, je veux dire, un réseau de radiateurs, c'est-à-dire des systèmes de connexion de radiateurs entre eux. Avec, je veux dire, qu'est-ce qu'on a comme matières qui font les conduites? Quelles sont les matières des radiateurs? Quelles sont les matières voilà, des pièces? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des maçonneries du plâtre? Il y a du plâtre, il y a des maçonneries, des isolants. Il faut tenir compte de tout. Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce qu'il y a des voilà, est-ce qu'il y a des meubles autour avec du bois? Ben, tout matériau va absorber la chaleur. Hein, tout matériau. Même les meubles qui sont à l'intérieur vont absorber. Donc quand on calcule pour une pièce vide, d'accord. Ben, si vous avez du marbre, le marbre en plus c'est fort froid. Voilà, il faudra calculer avec les coefficients voilà, d'absorption du marbre. Voilà, il y aura la fenêtre, il y aura ça dépend si vous allez mettre en plus du simple, double ou triple vitrage. Vous allez avoir du bois, du plastique, des panneaux MDF, vous allez avoir du plâtre, vous allez avoir des briques, des blocs Ytong, des blocs d'argile, des blocs, tout ce que vous voulez. Hein. Tout existe voilà, au niveau de la construction, pour construire une habitation. Et si vous avez des escaliers en béton, si vous avez des escaliers en bois, dans l'entourage voilà, du chauffage. Parce que, en tout cas, le chauffage va donner une quantité de chaleur dans un volume donné. Voilà. S'il y a des fenêtres, ben, il faudra tenir compte de tout, hein, toutes les pertes. Enfin, toutes les absorptions possibles par les matériaux. Voilà. C'est un peu comme le son. Quand on fait des études de son, ben, on étudie la puissance sonore de telle manière à avoir le moins de pertes possible dans un auditorium ou dans voilà, là où une salle d'opéra, ben, on fait en sorte que les matériaux absorbent. On va mettre des matériaux qui absorbent le moins possible le son pour éviter d'avoir voilà, beaucoup de choses, parce que dans le son, il y a encore voilà, les réverbérations, les absorptions sonores. Bon, si c'est pour d'un côté on n'entend rien et de l'autre côté, et dans le fin fond de la salle on n'entend plus rien. Je veux dire, il faut une forme voilà, du volume où le son va être parcouru. Il faut des matériaux bien spécifiques pour ne pas avoir trop d'absorption du son. Vous voyez? Donc c'est un peu la même chose. Voilà. C'est un peu la même chose. Ici, la chaleur fournie par le radiateur va être absorbée par une multitude de matériaux qui entourent, qui sont dans l'environnement. Donc tout ce qui va interagir avec, qui sera dans l'environnement du radiateur, ben, la chaleur va être absorbée par tous ces matériaux-là. Tous ces matériaux, même si certains vont absorber en infime quantité, mais d'autres vont absorber beaucoup. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie, c'est pour ça que je vous disais, ça fait partie d'études. Il y a des logiciels qui calculent tout ça. Vous rentrez bon, tous les matériaux qu'il y a dans l'entourage du volume à réchauffer. Tout. Mais généralement, on ne prend pas aussi l'ameublement. Mais normalement, il faudrait prendre en compte aussi l'ameublement. Parce que l'ameublement, certains ameublements vont prendre de la chaleur. Voilà.
Bon, voilà. Tout ça, c'est pour vous dire que dans le récipient, ben, on n'aura pas ce qu'on veut comme variation de température. Et ça va dépendre voilà, du récipient, de la chaleur massique du récipient, en fonction d'une masse donnée et d'une chaleur fournie. En fonction d'une masse présente de récipient et de chaleur fournie par un échangeur thermique ou par une source de chaleur, je veux dire, la variation de température, on ne va pas prendre n'importe quelle valeur. C'est ça que je suis en train d'expliquer. La variation de température, on ne va pas prendre n'importe quelle. Voilà, c'est du déterminisme. C'est du déterminé. C'est du déterminé. Donc on connaît la variation de température qu'on aura. Eh bien pour le chauffage, c'est pareil. On connaît, puisqu'on connaît le chauffage, on connaît la nature du chauffage, quel matériau est-ce, on connaît la chaleur massique du radiateur. Et donc ce qui va voilà, faire varier, quelle sera sa variation de température en fonction d'une chaleur reçue. C'est exactement le même. Exactement le même. Voilà. Maintenant, attention que on a des absorptions. Hein. On aura des absorptions de la chaleur par lui. Ici, le but d'un radiateur, c'est justement d'avoir des pertes de chaleur. Hein. C'est le but. Hein. Voilà, c'est le but. C'est de fournir une quantité de chaleur à un milieu extérieur. Voilà. Maintenant, je vous dis que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toute une étude, tout ça. Hein. Si on va aller au fin fond des choses, du chauffage central, on peut se dire qu'il y a des matériaux qui consomment plus de chaleur que d'autres. Ils sont plus gourmands, et, ils sont plus énergivores. Hein. Voilà. Donc vous allez chauffer, mais il y a peut-être des matériaux dans la pièce qui sont plus énergivores, qui vont demander plus voilà, d'absorption que d'autres. Et donc là, il faudrait faire attention aux éléments qui sont énergivores. Enfin, quand je dis j'appelle énergivores, qui sont fort absorbeurs de chaleur. Voilà, donc ils vont absorber une grosse partie de la chaleur, alors que les autres éléments n'ont rien eu comme chaleur. Il y en a un on va dire, qui bouffe toute la chaleur. Il y a un élément qui bouffe toute la chaleur. Alors là, il faut faire attention à l'élément qui est présent dans la pièce, qui bouffe toute la chaleur. Ou un matériau qui bouffe toute la chaleur de la pièce. Alors à ce moment-là, on pensera à justement isoler ou faire des choses comme ça. Isoler, voilà, ou barricader, ou je sais pas moi. Voilà, résoudre le problème en apportant des solutions adéquates d'un élément. Voilà, qu'est-ce qui ferait en sorte que, enfin, un élément qui sera absorbeur, ben, si on sait l'éliminer, pourquoi pas, ou si on sait en réduire son absorption de chaleur, pour que les autres éléments ou la pièce entière soit uniformisée en chaleur. En chaleur, et pas qu'il y en a un qui prend tout et puis après il reste presque plus rien, on fait un fond du local. Et parce que la chaleur, bon, c'est absorbé, c'est comme je vous dis tout à l'heure, hein. Tout ça, ça s'étudie. C'est pas que de l'eau qui circule dans un radiateur et qu'on a de la chaleur qui sort, hein. Ce n'est pas que ça. Ça va au-delà de ça. Au-delà de ça. Ça dépend où les radiateurs ont été disposés, ça dépend où ils sont disposés, s'ils sont loin d'une porte, voilà, parce que quand on ouvre des portes, ben, on peut avoir d'énormes pertes de chaleur au niveau des portes. Hein. Voilà, comment on appelle ça, des portières. Vous ouvrez une porte, vous ramenez du froid. Ah ouais, ben, le froid, ben, bon, le chaud va partir au niveau du froid. Le chaud va partir au niveau du froid. Et c'est-à-dire, le chaud va aller réchauffer peut-être quelque chose de très froid. Et donc, voilà, la chaleur qui était nécessaire pour une petite pièce, ben, la voilà partie pour un autre endroit. Et donc la pièce est refroidie. Est refroidie. Voilà, donc ça s'étudie. Ça. Vous allez mettre une pièce avec des ouvertures. Si vous avez 3-4 portes qui s'ouvrent à chaque fois, l'ambiance elle va être jamais chaude. Hein. C'est d'autant plus que si les pièces de côté sont chaudes, ça va. On va avoir un apport de chaleur. Parce que la chaleur voilà, va de la température la plus chaude à la température la plus froide. Hein. Voilà, donc si maintenant toutes les pièces sont ouvertes, les portes sont ouvertes, provenant de pièces où il y a des grandes chaleurs, tant mieux. Là, ça va réchauffer la pièce où vous êtes. Mais maintenant, si les portes sont ouvertes
et que les chaleurs sont froides là-bas, mais la chaleur va aller vers ces pièces-là. En ouvrant les portes, elles vont aller par là. Donc vous voyez qu'il y a ça, c'est un facteur, la chaleur, c'est un facteur multidimensionnel si vous voulez prendre en compte. Déjà avec les logiciels, bon, ils vous mettent déjà pas mal de paramètres avec les logiciels, mais maintenant, les logiciels ne prennent pas tout en compte, je vous le dis tout de suite, c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. Ils ne prennent pas tout en compte, parce que si vous voulez tout prendre en compte, allez, au moindre détail, hein, les tissus, les plastiques, voilà, vous avez voilà, les portes qui s'entrouvent, les millimètres voilà, qui se trouvent en dessous des portes, des espaces en dessous des portes, voilà, une lampe un frigo qui est installé pas loin et qu'on vient d'ouvrir la porte du frigo, ben, tout ça, ça joue. Hein. Si on veut être méticuleux, minutieux, ben, faut aller au détail, et au détail, vous allez voir que chaque quantité de chaleur compte, hein, au détail. Hein. Maintenant, vous allumez une lampe, ça va vous apporter un petit peu de chaleur, ça va être d'office. Ça. Vous allumez une petite lampe, voilà, ça dépend quelle puissance est la lampe électrique. Par effet Joule, vous avez 10 lampes, vous avez 10 fois la puissance d'une lampe. Si c'est des lampes de même puissance. Voilà. Ça apporte. Donc, ouvrir 10 lampes, ça réchauffe. Hein. Bon, maintenant, mettez pas trop votre. Si vous êtes très grand, si vous arrivez près d'une lampe, vous allez avoir voilà, la lampe qui va vous réchauffer la tête. Voilà. Donc c'est pas si évident que ça, c'est pas parce qu'on a une masse d'eau chaude, qu'on a un radiateur, qu'on a des tuyauteries, qu'on a une vanne thermostatique, et qu'on a, je veux dire, un circuit circulant d'eau chaude, que, je veux dire, ça y est, on a tout déterminé, hein, loin de là. Là, on a des paramètres variables. Je vous ai toujours dit qu'il faut voir ça avec comment est-ce qu'on appelle ça, un ordinateur qui gère ça ou un automate programmable. Hein, un automate programmable peut gérer tout ça. Une ouverture de porte, une fenêtre qui vient de s'ouvrir, une température extérieure qui est donnée. Voilà. Etc. Quelqu'un qui fait de la cuisine pas loin, et où il a mis, je veux dire, une grosse marmite à chauffer. Etc. Il y a plein de paramètres. Hein, voilà. Des gens qui circulent dans la pièce et qui sont tous chauds parce qu'ils viennent faire du sport. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Hein. C'est des joules, quelques petits joules, plus quelques petits joules, plus quelques petits joules. Si ça apporte de la chaleur, tant mieux. Mais parfois, c'est le contraire. Ça absorbe de la chaleur. Ça absorbe. Maintenant, s'il y a plein d'éléments qui absorbent, ben, vous comprendrez qu'il faut calculer ça pour essayer avoir le moins de pertes possible et prendre justement les démarches nécessaires pour éviter de mettre des matériaux justement qui sont le moins absorbeurs possible. Voilà, ceci étant dit, vous voyez que alors, les problèmes de chauffage, je peux en avoir de multiples sortes. Hein. Une chaudière qui ne fonctionne pas pour de multiples raisons, en son sein, il peut y avoir n'importe quoi qui peut tomber en panne dans la chaudière, mais tout le long voilà, du chauffage, peut avoir des pertes de pression. Peut avoir une chaudière qui est très bien et embouée. Ah, quelqu'un peut peut-être fait une fausse manœuvre sur un radiateur et a peut-être fermé voilà, voilà, une visserie qui fait en sorte qu'on a bloqué un radiateur. L'eau ne sait plus où rentrer. Oui, parce qu'il y a des gens qui comme ça, hein, ils chipotent, et puis après on se demande pourquoi ça ne va pas. Ben, c'est quelqu'un qui a chipoté, quelqu'un qui est venu fermer quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà, parce que parfois on retrouve des pannes, même en automobile. Hein. Il y a des gens qui viennent avec des pannes, mais c'est parce qu'ils ont chipoté avant. Hein. Alors le mécanicien il se pose la question comment ça se fait que ça tombe en panne, c'est parce qu'il y en a un qui a été chipoté. Parfois, le fait de chipoter, là où on va mettre ses mains, ben, quand on met ses mains, c'est en connaissance des causes. Ben, maintenant, voilà, certains veulent apprendre, font des centres de formation avec des voitures, des radiateurs, etc. Et puis quand il y a une panne, ben, c'est une panne, mais c'est une panne qui provient des mains, des propres mains de la personne qui a voulu faire la formation sur le véhicule, sur la moto, sur le radiateur. Voilà, il voulait réparer quelque chose ou chipoter à quelque chose, mais il engendre une panne qui n'était pas là. Parce que bon, c'est une méconnaissance. Bon, les voitures ne sont pas des centres de formation. Il y a des centres de formation pour ça. Voilà.
Une chaudière, c'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui doit toucher une chaudière. Les gens qui supportent une voiture, ce sont des gens agréés. Des mécaniciens automobiles. Maintenant, quelqu'un qui veut faire sa petite popote, ben, rien ne lui empêche de faire sa petite popote au niveau mécanique. Mais s'il s'avère qu'il supporte à des freins, qu'il a un accident à cause des freins, voilà, ou qu'il a un accident ensuite parce qu'il a chipoté, je sais pas moi, à sa direction, il chipote à sa direction, il a un accident, ben, il est responsable. Hein. Voilà, monsieur, qu'est-ce que, au juge, il vous dira, monsieur, qu'est-ce que vous avez à chipoter, est-ce que vous êtes mécanicien? Le type, il va répondre oui ou non, hein, il vous dira non. Alors là, à ce moment-là, c'est clair et net que l'assurance peut-être n'interviendra pas. Voilà. Parce que ça doit être fait dans les règles de l'art par des sociétés agréées. Et la chaudière, c'est pareil. Hein. Quelqu'un qui viendra chipoter bon, avec ses mains, oui, bon, peut-être qu'il s'y connaît un tout petit peu, mais il n'est pas agréé, il n'est pas agréé. Il n'est pas agréé. C'est un chauffagiste agréé qui a une agrégation qui fait en sorte qu'il peut toucher là où il peut avoir quelque chose de très grave qui peut arriver, notamment pour une chaudière. Il peut avoir une explosion. Hein, s'il y a du gaz, combustible gaz, il peut avoir une explosion. Il peut avoir le feu, il peut avoir le CO, du CO. Voilà, ça peut être quelque chose de, voilà, de banal. Ouais, tout le monde a une chaudière, beaucoup de gens ont des chaudières chez eux, beaucoup de gens ont des radiateurs, mais tout le monde n'y touche pas parce que ça peut créer, je veux dire, c'est banal, ouais, tout le monde a ça. Mais y toucher, il faut des professionnels. Hein. On demande des agrégations, des gens qui ont la connaissance parce qu'ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. S'il se passe quelque chose, mais ils sont assurés. Ils ont des assurances. Mais quelqu'un qui voudrait chipoter pour faire un. Voilà, parce que soi-disant il a déjà chipoté auparavant et que ça a toujours bien tourné, et qu'un jour ça tourne mal, mais il peut avoir des problèmes au niveau de la justice. Hein. Voilà. Vous chipotez une installation électrique, ben, si vous n'êtes pas agréé, il n'y a pas de problème, faites-le, mais s'il se passe quelque chose, il y a un incendie, qu'il y a voilà, un contrôle et qui se pose des questions que vous avez touché, vous, à l'installation électrique, ben, vous êtes responsable. Hein. C'est vous qui avez touché, vous êtes responsable. C'est surtout une question d'assurance. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent bon, ne pas payer un chauffagiste, beaucoup de gens ne veulent pas payer un garagiste, beaucoup de gens ne veulent pas payer un électricien. Ben, ouais, tant que ça marche, tant que je veux dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais le jour, peut-être qu'un jour il va arriver quelque chose de grave à ce moment-là, bon, là, si les assurances interviennent, bon, ils mettront voilà, des gens qui vont venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Voilà, donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on prend des métiers agréés. Hein. Métiers agréés, bon, installateur de chauffage, chauffagiste, installateur, monteur, installateur électricien ou électricien. Voilà. Et il y a tout plein de corps de métier comme ça où il y a une agrégation. On ne fait pas du n'importe quoi. Maintenant, celui qui chipote, il prend ses responsabilités. Si ça va, tant mieux. Si ça a toujours été, tant mieux. Mais le jour où il se passe quelque chose, voilà, voilà c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, ceci étant dit, je vais arrêter la vidéo ici. Donc, vous voyez que les variations de température sont déterminées par beaucoup de choses, hein, notamment pour le chauffage. Notamment pour les installations à réseau de chauffage, il y a beaucoup de choses qui interviennent aux alentours. Par contre, pour les récipients, bah, qu'est-ce qui vient aux alentours? J'ai pris un circuit isolé, enfin un système isolé, et qu'est-ce qui vient aux alentours? Ben, c'est uniquement la chaleur fournie par l'eau et le récipient lui-même. Voilà, et le récipient lui-même, en fonction de sa masse, eh bien, il possède une chaleur massique, donc il aura une variation de température donnée en fonction de la chaleur fournie par l'eau. Voilà, c'est déterminé. C'est déterminé. Voilà, je vous remercie.